J'étais connu sous le nom du mystérieux Péry Silanouche Marley. Et il y avait des amis brouteurs qui m'ont intégré dans le groupe du broutage. Et ils m'ont dit d'aller voir, d'aller consulter des marabouts, des féticheurs. Et quand je partais consulter ces derniers-là, ça n'allait pas. Ils n'arrivaient pas vraiment à faire mon travail. Toutefois qu'ils le font, ça tombe à l'eau, ça se gâte. Et j'avais dit comme ça que, en ce moment-là, je ne connaissais pas d'abord ma mère. J'étais avec la femme de mon père qui m'a élevé, je pensais pour moi que c'était ma mère. Elle était à Abidjan. Et j'avais dit aussi qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle était mariée à un pasteur. Alors quand je suis arrivé, et avant de mourir, elle m'a dit Delors. Elle m'appelle bébé Delors. Parce que mon nom à l'état civil c'est Gogoa Delors. Ah donc elle est décédée? Oui. Elle est décédée. Et c'était vraiment douloureux pour moi. Et c'est aussi la cause de tout ça que je me suis retrouvé aussi dans la rue, si je peux le dire. Bon, elle m'a dit, bébé, Delors, viens. Et je viens. Elle m'a dit, assieds-toi. Je m'assois. Et elle me dit directement, elle dit, je vais te dire quelque chose, pardonne-moi mon enfant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, je ne suis pas ta mère. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, que je ne suis pas ta mère. Et que je vais t'expliquer l'histoire. Et que ta vraie mère en vie, elle est là. Je dis, comment? Ok, explique-moi l'histoire. Elle me dit, ta vraie mère s'appelle Akissi, elle est bêtée, elle m'a relaté toute l'histoire. Et j'ai dit à la maman, parce qu'elle ne faisait pas d'enfant au fait. Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais pour moi, tu restes toujours une mère, parce que tu m'as donné une éducation. Une mère aussi, c'est celle qui donne aussi l'éducation à un enfant. Donc tu es une mère pour moi. Et suite à cela, elle a appelé ma mère, donc ma mère est venue maintenant à la maison faire ma rencontre. Et je vois ma mère, elle a dit, c'est moi, ta mère, c'est moi, je t'appelais. Or, avant, il y a une dame qui m'appelait, elle me disait que je suis ta mère, mais moi, j'insultais la dame. J'insultais la dame, je dis, oh, arrête de m'appeler, tu es ma mère, comment? Vraiment, je l'injuriais. Tu l'injuriais? Oui, je l'injuriais. Je lui lançais vraiment des insultes. Et c'est cette femme-là qui dit qu'elle est ta mère maintenant? Oui, c'est cette femme, ma véritable mère, qui m'appelait dans le secret pour dire, c'est toi mon fils, c'est Delors. Je dis, oui, elle dit, je suis ta maman, je te cherche. Et moi, je l'injurais. Voilà, je l'injurais. Parce que tu ne savais pas que c'était elle? Oui, exact. Je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais pas. Donc, suite à cette découverte, je dis, ok, elle me dit, mon fils, viens, on part à la maison, je vais te montrer où je vis. Elle me prend et on va dans sa maison, comme je dis, en ce moment, elle vivait dans un banlieue, dans un ghetto, quartier ghetto, c'était le plus grand ghetto de la Côte d'Ivoire, appelé Yaoséi. Le plus grand ghetto de la Côte d'Ivoire, Yaoséi. On appelle ça comment? Yaoséi. Yaoséi. Oui, Yaoséi. Moi, ici dans la Côte d'Ivoire, je ne connais pas Yaoséi. Jésus-Christ. Ici dans la Côte d'Ivoire, je ne connais pas Yaoséi. D'accord, on y va. Donc, on dépasse le fumoir, et là, je vois ma mère dans une baraque. Ah, c'est un fumoir. Yaoséi là-bas. Oui, c'est ce qu'on appelle ghetto, un fumoir banlieue. C'est le plus grand fumoir de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, on rentre dans le fumoir, et il y a des gens, ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui louent des baraques dans le fumoir. Et moi, quand j'ai vu, vraiment, je dis, ah, mais ma mère, je viens de la connaître, elle ne peut pas vivre dans cette condition. Et bon, à ce moment-ci, j'étais vraiment gâté. Elle ne savait pas que son fils était gâté, tel que je fumais la drogue, la cigarette. Qu'est-ce qu'on appelle gâté? C'est bon, je ne menais pas une bonne vie. Voilà. À ce moment, je ne menais pas une bonne vie parce que j'étais déjà dans la drogue, dans la cigarette, dans le broutage, dans le maraboutage, un peu de tout, dans le vol, etc. Donc elle ne savait pas et moi je lui ai caché cette vie. Ah, tu as caché cette vie à ta vraie mère? Oui, j'ai caché cette vie à ma vraie mère. Et là maintenant, je déménage, je vais loger chez ma vraie mère. Oui. Et quand maintenant, celle qui m'a élevé, elle était gravement malade. Et elle m'a dit, mon fils, je vais me soigner. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, mon fils, je vais me soigner. Oui. Donc elle est partie se soigner. C'est là que moi j'ai emménagé chez ma vraie mère. Et voilà qu'un jour je marchais au quartier. Nous savons tous dans les quartiers, il y a une maman qu'on appelle bonne maman, c'est notre bonne vieille-mère, c'est notre bonne tantine. Voilà une tantine que tout le monde aime tous dans le quartier. Voilà. Donc cette maman-là, elle était là. Et puis elle dit, mais si là, ta maman est décédée et puis tu es là. Ah bon? Oui. Elle m'a dit ça froidement, devant tout le monde. Si là,
ta maman est décédée, puis je lui ai dit, mais quelle maman? Je raconte quoi? Oui. La maman, c'est elle qui m'a élevé. C'est d'elle elle parlait. Parce que tout le monde pensait que c'était elle ma mère. Et je cours, je vais voir tout le monde en train de pleurer. Et là, je me suis écroulé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à pleurer de tout mon être. J'ai pleuré et j'ai dit à son mari, attends, toi tu dis que tu es pasteur. Ta femme est malade. Votre Dieu n'a pas pu la guérir. Votre Jésus que vous priez, il n'a pas pu la guérir. À ce moment, tu étais païen. Ouais. Et ce sont ces paroles-là qu'il disait au pasteur, Oui. qui était le mari de ta mère adoptive, si on veut le voir. Oui, c'est ça. Parce que comme je disais avant moi, tout ce que moi je voulais, c'est intégrer la franc-maçonnerie, vendre mon âme au diable. Oui, tu avais dit ça dans la première partie de ton Donc, témoignage. le fait de Dieu, ça m'énervait. Donc, quand ça s'est passé, j'ai dit, voilà, il parle à faire de Dieu de Jésus. Jésus n'a pas pu guérir celle qui est malade là. Pourquoi Jésus? Et puis elle tape tam-tam, c'est ce qui me faisait mal. Elle tape tam-tam, maladie vient, puis elle meurt comme ça. Et j'ai commencé à placer les comptes. Je dis, mais Dieu n'existe pas. Avant d'appeler le pasteur, j'ai dit du n'importe quoi. Et j'ai claqué la porte de Jésus. J'ai dit, calme-toi, enfant. J'ai claqué la porte de Jésus. Et dès lors, je suis allé aménager chez ma mère. Et mon père a décidé bon, que je dois reprendre l'école, tout et tout. Il va me mettre en classe de 3e. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Arrivé en classe de 3e au Koweït, je partais à l'école, mais j'étais dans la gang de l'école. Nous savons que dans une école, il y a toujours des petits voyous, il y a toujours une gang dans l'école. Ah, donc dans l'établissement où tu étais, il y avait vraiment une gang. Oui, une gang des élèves, une gang d'élèves. Et moi, j'ai intégré. Et qu'est-ce que c'est qu'une gang? Puisque toi, tu étais gangstéiste. Il faut nous décrire un peu ce que c'est qu'une gang. Au fait, quand je dis gang de l'école, ce sont des élèves qui portent des kakis, qui vont avec le sac au dos, qui disent bon, moi je vais à l'école. C'est vrai, ils vont à l'école, mais on partait faire des bagarres de rue. On partait, qui se promenaient avec des couteaux. Il y avait d'autres qui marchaient avec des couteaux. Eux-mêmes on défouraient les couteaux sur toi et puis bon, on peut t'agresser. Ou on partait faire des bagarres de rue. Ou en plein coup on va au fumoir pour fumer la drogue et puis on revient. Ou on vient, on commence à se faire, on dit bon, il n'y a pas de coup aujourd'hui, tout le monde partait à la maison. On dit bon, aujourd'hui là, il n'y a pas de coup, tout le monde rentre chez vous. On comprend pourquoi dans les années passées ici, nos établissements sont perturbés si les enfants des sifflets dans la bouche et puis ici dans les prêt, il n'y a pas de coup. C'est toi qui nous éclaires dessus aujourd'hui. C'est la même chose là qui s'est passée là-bas. Oui. Voilà. Quand quelque chose ne nous arrange pas, on fait une réunion, on dit bon, aujourd'hui ça ne nous arrange pas, il n'y a pas de coup. On se donnait même des congés nous-mêmes. On dit c'est nous, on décide 3 semaines. Et si les professeurs insistent, c'était des cailloux, des vraiment, et c'est la police qui venait intervenir. Et même en plein coup, à 10h, il y avait une Libanais qui a garé sa voiture. J'étais avec un de mes amis. Et dès qu'il est rentré dans la boutique, il a laissé son téléphone dans la voiture. Donc dans le langage de la rue, on appelle ça 2 doigts. Voilà. Ça veut dire quoi? 2 doigts, au fait, c'est si tu as laissé ton téléphone, il prend ses 2 doigts et puis il pique ça comme ça, sans que toi-même tu le saches quoi. Il vole. On appelle ça des balous aussi, on appelle ça des doigts. Donc, il ne faut pas donner les détails ici. Parce que ici, on évite les détails. D'accord. Amen. D'accord. Donc, elle était dit, excusez-moi, il y a des balous. C'est un gars de code. Il dit, il y a des balous. Donc, on le regardait. Puis on était à côté. Donc, on était en train de regarder. Dès que le Libanais est sorti dans sa voiture, il a pris le téléphone et puis on s'est mis à courir, à mettre dans la main. On s'est accroché derrière le parc et puis on est parti. On était en kaki même. Puis, Jésus-Christ. Et puis bon, nous sommes partis. Puis bon, on a vendu le téléphone. À combien? Bon, lui-même, au fait, d'autres amis, parce que dans la rue, c'est chien mange chien, quoi. Tu vois, vous voyez en plus. Chien mange chien, ça veut dire quoi? Dans la rue, c'est chien mange chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au fait, c'est la chaîne. Voilà. On peut marcher ensemble et puis on va être manger. Ça veut dire tu peux me faire du mal. Tu peux te faire du mal, il n'y a pas de confiance. Donc, le mec, il a pris le téléphone. Dès qu'il a pris le téléphone, il voulait crier. Il voulait crier, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Voilà. Il a dit, il n'a pas de fermer. Pardon, fermer sa bouche. Il n'a qu'à fermer sa bouche. Et puis nous, on a pris couloir et puis on a commencé à courir. Et puis bon, lui-même, bon, il a volé le téléphone, mais il ne nous a rien donné. Donc si on voulait parler, ça allait faire une bagarre encore. Entre nous. Donc on dit ok, il n'y a pas de souci. On a laissé tomber. Donc c'est pour dire chien mange chien, c'est une jungle. Donc, moi, voici que, bon, je partais à l'école, je prenais des comprimés.
des comprimés de drogue. Je pouvais prendre 2 plaquettes de comprimés que je préfère taire le nom, je ne veux pas dire. Oui. Ce sont des comprimés de drogue. Je mettais dans une petite dans du bissap, un petit bissap. Et je remuais. Et quand je bois, vraiment je suis dans ma dose. C'est-à-dire même quand tu as une maman, tu as un papa, tu viens me parler, je risque de te frapper là, même sans que, bon, il n'y a rien. Je risque même de te piquer ou de te faire du mal même. Au fait, je voyais là mon poulet, au fait, un poulet qu'on peut égorger rapidement, quoi. Et ça, c'est pas bon. Oui, oui. Ça, c'est une possession. C'est ça. C'est poussé par les mauvais esprits. Ça, c'est une emprise démoniaque. Et nous déconseillons tous les enfants à emprunter ce chemin. Et toute personne à emprunter ce chemin. Amen. Continue. Voilà. Donc, je peux prendre, quand je prends ce médicament matin, du matin. C'est pas un médicament, c'est un stimulant. Bon, d'accord, je prends le stimulant. Le matin, je peux rester là du matin jusqu'à 20h. Je transpire sur le mois. Je suis toujours en mouvement. J'ai envie, mon sang circule, mon champ est chaud. Je ne peux pas rester tranquille. Et souvent même, je peux te regarder, puis un peu je dors, et puis ouais, je me réveille. Je dors, je me réveille. La dose était tellement montée. Et voilà que je suis en plein coup. Je suis parti prendre la drogue, je suis rentré en classe, le professeur a écrit quelque chose au tableau. Il a dit, Gogo, ça c'est quoi? Et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit, monsieur, toi, ce que tu as écrit là, ça veut dire quoi? Toi, tu as écrit quelque chose au tableau, là, tu me poses question. Il dit, c'est moi, tu parles comme ça? Il dit, et puis quoi? Il dit, pourquoi? Et puis, après mon salut, il va nous sortir en cas, sorti même. Et puis, on est sorti. Vous voyez? Et tout ça, c'est sur l'effet de la drogue. Oui. Vraiment, je me troquais pourquoi vous allez à l'école. Je ne pouvais pas être en classe à troquer ou sans prendre les comprimés. Un élève qui se drogue. Nous avons aussi plein de nos enfants. Pas de nos enfants, certains enfants. Aujourd'hui, dans la société, qui se droguent ainsi. Et ce qui fait que l'école est détruite aujourd'hui. Un élève qui parle comme ça à son professeur. Parce que voilà, aujourd'hui, des années plus tard, étant converti, il savait que c'était l'effet de la drogue qu'il prenait, qui l'amenait à agir comme cela. Sans l'effet de la drogue, il ne pouvait pas parler ainsi à son professeur. Continue. Et la drogue m'a donné un cœur vraiment dur. Bon, c'est-à-dire que je m'énervais vite maintenant. Donc, j'ai fait la rencontre d'un élément de la Camorra. Camorra, c'est quoi? Bon, la Camorra, c'est un langage codé. Ça veut dire quoi? La Camorra, c'est le milieu de la vente de la drogue. Seigneur Jésus, ça fait la deuxième fois que j'attends ça ici. Un jeune drogué était venu me voir ici. Il m'avait parlé de la Camorra. Et effectivement, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ce jeune homme-là fut celui-là même qui a envoyé, qui a été vraiment l'initiateur des fumoirs de la drogue à Ganiwa ici. Il était venu me confesser beaucoup de choses. Et c'est ce jeune homme qui me parlait de la Camorra. Donc c'est pour ça qu'il a demandé, il voulait savoir si c'était la même chose. Oui. Et voilà, tu me dis que c'est la même chose, Camorra. C'est la même chose, c'est la même chose. La Camorra. Donc je fais la rencontre de l'élément de la Camorra. Donc en ce moment même, maman ne sait pas qu'il mène cette vie. Quand je quitte le matin, je vais à l'école à 18h, je rentre. Mon fils, ça va? Je dis, oui, maman, ça va. Elle est à l'école, il dit la vieille, ça va. Toi-même, tu n'étudies jamais. Bon, c'est comme ça. Et quand j'ai fait la rencontre de l'élément de la Camorra, qui était le petit frère du grand chef gangster de Koweït, que je préfère taire le nom, voilà, on marchait et il a fait sortir, bon, on appelle ça Okapi. Okapi. Voilà, on appelle ça Okapi. Vous voyez les petits voleurs qui nous ont agressés, ils ont un couteau, ils appuient, quand ils appuient, ça sort. Dès qu'ils appuient, là, ça sort. Donc il a fait sortir ça. Il a dit, il veut me former. Et j'ai dit, ah bon? Il a dit, oui, il veut me former. Et lui, c'était le chef des gangs. Non, son grand frère était le chef des gangs, mais lui, il était, comment dirais-je, il était dealer. Un dealer de drogue. Il était dealer. Voilà, parce que dans la Camorra, c'est comme une société où il y a chaque poste au fait. Il y a vigileur. Quand je parle de vigileur, ce sont des personnes, eux, ils peuvent se mettre soit au goudron. Oui. Eux, ils sont là pour inspecter spécialement si la police ne passe pas. Ils ont un téléphone. Donc quand tu te mets au poste de vigileur, tu es en train d'inspecter. Une fois que tu remarques quelque chose de suspect, que la police passe, tu appelles
Ah, allô, tu appelles au ghetto. Ah, allô. Il y a les gommons, ça veut dire qu'il y a les policiers. Et on parle toujours, dans la rue, on parle rien.